Notre application donc dans la démarche POMS est liée entre autres à deux facteurs. Le travail que tout équipement comme le nôtre doit engager sur son PSO, le plan de sauvegarde des œuvres, et là ma collègue Isabelle Barzolotto à la fin de la projection vous dira deux mots, et une sensibilité personnelle aux questions de sécurité, notamment dans le contexte actuel qui ne met pas hélas le musée à l'abri d'un acte grave. Dans ce sens, il me semblait nécessaire de m'appuyer sur les compétences et l'expérience de l'IRMA et du service sécurité civile, mais aussi de faire accompagner le projet par le maximum de personnel au sein du musée, afin que chacun s'approprie des procédures. C'est un travail lourd qui a demandé du temps. À cette occasion, je me suis aperçu que bon nombre des professionnels du musée ne connaissaient pas ou mal les dispositifs et processus de sécurité de l'établissement. Cela nous a permis de faire une petite piqûre de rappel. Par ailleurs, nous étions jusqu'alors plutôt axés sur une stratégie d'évacuation dans le cadre des évacuations incendie, alors que nous avions dû étudier sérieusement celle de mise à l'abri, et notamment actes terroristes. J'en dégage deux points positifs importants. La volonté d'appropriation a engendré un rapprochement entre tous les métiers œuvrant dans nos murs et une remobilisation de l'ensemble des acteurs. Le travail effectué a quant à lui mis en place auprès de ces derniers une culture de prévention des risques qu'ils ne possédaient pas forcément. Un enseignement important est qu'il nous faut savoir être réactif face à une situation imprévue. Notre POMS est élaboré, il faut maintenant le faire vivre. Voilà, concernant mon introduction. Merci Robert. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de vous présenter le travail sur le POMS qui a été réalisé au niveau du musée de Grenoble. Donc l'intervention, je vais essayer de la faire assez rapidement. Robert interviendra de manière plus ou moins régulière pour vous apporter son expérience personnelle, en tout cas celle du musée. Et donc notre intervention, elle va se passer de la manière suivante. Un rappel sur les comportements à adopter en cas de risque. François Gianocaro vous en a parlé tout à l'heure. C'est la mise à l'abri ou l'évacuation, les deux comportements réflexes à adopter. Nous verrons ensuite ce qu'est le POMS, plan d'organisation et de mise en sûreté dans les établissements, ce que ça implique, et les étapes pour le mettre en œuvre. Et ensuite, donc, le petit focus sur le POMS du musée de Grenoble, comment il se présente aujourd'hui et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document. Nous terminerons par une présentation rapide d'Isabelle Varlotto sur le PSO, le plan de sauvegarde des œuvres, et comment est-ce qu'il peut être annexé au POMS. Donc François vous en parlait tout à l'heure, il y a deux comportements réflexes à adopter demain en cas d'événement, la mise à l'abri ou l'évacuation. Donc la mise à l'abri, par exemple, en cas de risque industriel avec nuage toxique ou suspicion de nuage toxique, on a tous le réflexe d'aller se mettre à l'abri, de se confiner si besoin, de ne pas utiliser le téléphone pour ne pas saturer les ondes, de ne pas aller chercher les enfants à l'école, d'écouter la radio, éventuellement, en cas par exemple de séisme, de se mettre sous un meuble solide ou sous un encadrement de porte. Ça, c'est un comportement qu'on commence aujourd'hui à retrouver, qui commence à être connu. Et à l'inverse, l'évacuation, qu'on retrouve en général sur l'incendie. Robert en parlait tout à l'heure. L'incendie, on a tous aujourd'hui le réflexe en cas d'alarme incendie d'évacuer rapidement le bâtiment. Et bien, sur le risque terroriste, c'est une des deux mesures qu'on peut être amené à retrouver. Pour autant, sur ces deux comportements réflexes adoptés, ça implique d'avoir défini un signal d'alarme et surtout de le connaître. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des différents types d'événements, des différents types de risques, on n'est pas susceptible de mettre en œuvre le même comportement réflexe pour se mettre en sécurité. Par exemple, sur un incendie, dans l'idéal, on va éviter de se confiner dans une pièce, on va plutôt essayer d'évacuer, puis par la suite, si vraiment on ne peut pas évacuer, de se mettre à l'abri en attendant les services de secours. Donc ça implique bien évidemment de connaître un signal d'alarme, d'avoir pu y réfléchir et du coup de sensibiliser tous les agents ou éventuellement le public de l'établissement à ce signal d'alarme.
Le POMS, ou plan d'organisation et de mise en sûreté d'un établissement, concrètement, c'est quoi? C'est un plan qui a pour objectif de formaliser une organisation de crise et de définir des outils, des moyens et des procédures pour assurer la sécurité des biens et des personnes en cas d'événement. Donc le POMS, il a pour vocation d'être en capacité de gérer ou de mettre à l'abri les personnes en attendant l'arrivée des services de secours ou en attendant la levée de l'alerte et la fin de l'événement à risque. Donc vous pouvez retrouver sur la diapositive la petite plaquette qui vous a été communiquée, qui est aujourd'hui un guide de réalisation du POMS, simplifié, très accessible, pour vous permettre demain de réaliser ce document dans vos établissements. Le POMS, comment est-ce qu'on le met en œuvre? On le met en œuvre en 7 étapes, donc 7 étapes qui sont conseillées et que vous pouvez retrouver dans le guide. L'analyse des risques, évidemment, avant de savoir quelles sont les consignes et les comportements réflexes à adopter, il faut déjà savoir quels sont les risques pour en déterminer les comportements réflexes. Ensuite, les moyens d'alerte, comment est-ce que je vais être informé, comment est-ce que mon établissement va être informé des différents événements. Est-ce que c'est éventuellement un appel téléphonique? Est-ce que c'est l'alarme la sirène du réseau national d'alerte? Est-ce que c'est un séisme? À ce moment-là, c'est la première secousse qui fait office d'alerte. Voilà. Tout ça, il faut y avoir réfléchi et il faut le déterminer. Ensuite, une fois qu'on sait comment est-ce qu'on est susceptible d'être alerté, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on répercute cette alerte en interne à l'établissement sous la forme d'une alarme. On dissocie bien alerte et alarme. Alerte, c'est comment est-ce qu'on informe l'établissement. Alarme, c'est comment on répercute cette information au sein de l'établissement. Donc Robert pourra vous en parler tout à l'heure pour le musée, les choix qui ont été réalisés. Donc ça, il faut y avoir réfléchi dans le POMS. Ensuite, les lieux de mise à l'abri. On vous en présentera également tout à l'heure dans la présentation. Il faut y avoir réfléchi pour dire, voilà, en fonction de tel type d'événement, quels sont les lieux ou les itinéraires qu'on va sélectionner. Le rôle de chacun, donc l'organisation de crise, le matériel d'urgence, et après réfléchir à tout ce qui est information, formation et exercice pour garantir le caractère opérationnel et la vie du plan dans le temps. Donc si on fait un focus aujourd'hui sur le plan le POMS du musée de Grenoble, on le retrouve en 9 parties. Une partie établissement, présentation de l'établissement, éventuellement les horaires d'ouverture, le type de public accueilli, les types de risques qu'on a identifiés au niveau de l'établissement, des organigrammes d'aide à la décision, des fiches missions, des plans opérationnels du musée, et enfin des outils, annuaires de crise, documents prêts à l'emploi, et toute la partie retour d'expérience pour être en mesure de capitaliser en cas d'événement. Si on fait un focus sur chacune de ces différentes parties, aujourd'hui, on retrouve donc les fiches présentation de l'établissement avec une présentation très rapide de l'établissement. L'objectif, c'est d'être un document opérationnel, donc il ne faut pas passer 10 pages pour présenter l'établissement. Donc on retrouve très succinctement une présentation de l'établissement, son adresse, sa surface, les spécificités de l'établissement, une carte de situation pour pouvoir présenter l'établissement dans son contexte géographique. Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il est proche éventuellement de l'autoroute, d'un cours d'eau, par exemple? Une photographie du bâtiment pour pouvoir le cibler beaucoup plus rapidement, donc c'est la petite photo qu'on peut retrouver là en bas, et les horaires de fonctionnement. Pourquoi? Parce que dans l'idée, une fois que vous aurez réfléchi à vos POMS, ces documents pourront être envoyés au service de la mairie. Et les services de la mairie, ces informations-là, ça peut les intéresser, au moins pour savoir les horaires d'ouverture de l'établissement, le nombre de personnes accueillies potentiellement à l'instant T, où se situe l'établissement, et j'en passe. On retrouve sur les fiches risques le type de risque, donc le nom du risque identifié, par exemple sur cette fiche, le risque inondation, la description très sommaire de l'événement, est-ce qu'on est sur un événement subi ou est-ce qu'on a la capacité de l'anticiper? Est-ce que l'établissement est concerné ou non par le risque? Et des illustrations, des petites photos si éventuellement on en a, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans les fiches risques, on retrouve également, nous, dans le POMS du musée aujourd'hui, des cartes d'aléas, des cartes de risque, avec notamment la localisation du musée, donc le petit rond noir qu'on peut voir à peu près au milieu de la carte.
pour pouvoir illustrer beaucoup plus facilement quels sont les impacts potentiels de l'établissement en cas d'événement. Au niveau des organigrammes, on va retrouver des organigrammes d'aide à la décision et des organigrammes de crise. Les organigrammes d'aide à la décision, concrètement, c'est en cas d'événement, comment est-ce que je fais pour réagir et comment je vais réagir. Donc ces organigrammes, ils ont pour objectif de vous aider à sélectionner les bons comportements à adopter et les actions à réaliser. Donc ça, c'est un exemple un peu basique, juste pour illustrer la situation, et je vous montrerai par la suite celui du musée. Donc en cas d'événement, on apprécie la situation. Est-ce que c'est une situation à risque ou non? En fonction de ça, on décide ou pas d'activer la cellule de crise. À partir du moment où on a activé la cellule de crise, on tient un journal de bord, très important. Pourquoi? Parce que demain, en cas d'événement, le journal de bord, c'est ce qui vous sert à suivre l'événement, à voir toutes les actions que vous avez pu réaliser, mais également, éventuellement, à vous dire, ok, si demain il y a un mort au niveau du musée, la main courante, ça peut aussi permettre de regarder toutes les actions qu'on a réalisées et éventuellement de déterminer la responsabilité d'une personne de l'établissement. On définit la stratégie opératoire ou opérationnelle. Donc, en fonction du type d'événement, est-ce que j'évacue ou est-ce que je mets mon personnel à l'abri? En fonction de ça, en relation avec les services de secours et les services de la mairie. Pourquoi? Parce que là, pour le musée, on est un établissement recevant du public municipal. Et donc, à ce titre, on doit avoir une relation forte avec les services de la mairie, mais également avec les services de secours. Pourquoi? Parce qu'en cas d'incendie, par exemple, si on ne prévient pas les services de secours, on a beau avoir fait évacuer tout le monde, si les services de secours ne sont pas informés de l'incendie, ils ne viendront jamais pour essayer d'agir sur le sinistre. Et donc, on applique une des deux procédures ciblées, soit l'évacuation, soit la mise à l'abri, et éventuellement, au niveau des services de secours, avec le plan de sauvegarde des œuvres qu'Isabelle abordera par la suite. On n'oublie pas également de communiquer tout au long de l'événement avec les autorités, notamment avec la mairie, pour les tenir informés des événements qu'on a pu relever sur le terrain et des actions qu'on a pu mettre en œuvre. Donc ça, c'est maintenant l'exemple au niveau du musée de Grenoble. Donc je passe assez vite. L'idée, c'est de vous illustrer que le musée de Grenoble a fait un gros travail de recherche et d'analyse au niveau de son plan d'action, des différentes actions à réaliser, mais toujours sur la même trame. Est-ce qu'on évacue ou est-ce qu'on se met à l'abri? Et si oui, comment on le fait avec toute la liste des missions à réaliser? Dans le même principe, le musée de Grenoble a réfléchi à une organisation de crise, donc des hommes et des missions pour gérer la situation au cas d'événement. Donc là, c'est l'organigramme qu'on retrouve aujourd'hui dans le POMS du musée de Grenoble, avec un responsable des actions, un directeur des opérations et différentes cellules ou différents responsables pour venir aider le responsable des actions dans la mise en œuvre des actions de mise à l'abri des usagers. Donc ça, c'est un cas qui a été étudié pour le musée de Grenoble. On peut faire beaucoup plus simple, comme plus poussé en fonction du résultat qu'on souhaite atteindre et en fonction de l'implication des agents et de tous. Mathias, oui, c'est Robert. Je suis là. Non, oui, je voulais rebondir sur notre présentation. Ouais, c'est du direct. Effectivement, comme ça a été souligné en introduction et ce que Mathias vient de dire, effectivement, l'implication de l'ensemble des personnels joue un rôle essentiel dans la mise en place de cette procédure. Et nous avons, parce que derrière chaque fonction, il y a des missions, et nous avons fait en sorte qu'on n'a pas cherché à trop compliquer. Toute la partie accueil, on a d'abord trouvé une zone un poste de commandement qui est à proximité du poste de PC sécurité, où on a les alarmes. On a créé un numéro, une ligne directe, de telle sorte qu'on n'encombre pas notre standard, pour être en relation avec le service sécurité civile et les instances de police. Et ensuite, on a un directeur des opérations et un responsable des actions. Et ensuite, il en découle dessous les différentes fonctions, notamment toute la partie standard. Notre personnel qui est déjà affecté sur ces postes, ils ont déjà un savoir-faire, des prises de notes, et ils interviennent à bon escient. Idem pour les prises de notes et toute la partie communication, parce que là aussi, il faut à la fois
communiquer, mais ne pas trop en dire tant qu'on n'a pas tous les éléments, notamment sur les aspects terrorisme et les inquiétudes que les parents ou les personnes extérieures peuvent avoir, parce qu'aujourd'hui, l'information va plus vite que la réalité sur les sites Internet. Voilà, Très bien. Et donc l'idée de ces organigrammes, c'est toujours d'être plus opérationnel. Et c'est beaucoup plus simple de prendre ce document, de l'afficher au mur et de regarder éventuellement qui fait quoi, plutôt que d'aller voir chacune des personnes de la cellule de crise pour lui demander « et vous faites quoi comme mission ?» Donc voilà, toujours dans ce caractère opérationnel, il y a les organigrammes, mais il y a également des fiches procédures, des fiches missions. Là, par exemple, une fiche mission pour le directeur des opérations, avec les grandes lignes des missions à réaliser, dans le cadre du POMS du musée de Grenoble. On peut voir donc les fonctions qui ont été établies dans l'organigramme précédent, donc celui-ci par exemple, correspondent à ces missions-là. Mais également, on retrouve dans ces fiches missions une checklist. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le caractère opérationnel, il va se jouer dans les petits détails. Et si on a une checklist préétablie avec une liste de missions à réaliser, la possibilité de cocher une fois que ça a été réalisé, c'est beaucoup plus simple pour demain mettre en œuvre les actions au niveau de l'établissement. Je pense d'ailleurs que sur l'exercice qui a été joué, Robert, en octobre-novembre dernier, les checklists ont été plutôt favorablement accueillis. Tout à fait, oui, c'était important. Je voudrais aussi souligner l'importance de ce plan en fonction des professionnels et des métiers, notamment le monde de la conservation. Ils reçoivent plus de 60 000 gamins par an, et on a tout groupe d'enfants ou d'adultes, notamment des malentendants, et on s'est posé la question, lorsqu'on diffuse les messages soit de mise à l'abri ou éventuellement on a un message codé planté terrorisme pour pas affoler le public, comment procéder? Donc vous verrez en fin de journée, quand on fera une visite, dans tous nos petits locaux techniques, on a installé ce type de feuillets, de telle sorte que les médiateurs ou les professionnels qui sont dans les salles avec les groupes, et notamment des personnes malentendantes, qu'on puisse indiquer déjà une première lecture mise à l'abri, et au dos on a le plan des lieux qu'on a répertoriés pour les mises à l'abri ou éventuellement pour une attaque terroriste, des zones de repli dans l'attente des instructions de la police pour savoir si on évacue ou pas. Voilà, donc on est allé assez loin dans nos procédures en tenant compte aussi de l'environnement. C'est pour ça que chaque établissement, on a un plan type qui nous a été remis par l'IRMA et ça nous a servi de guide, mais ensuite c'est la connaissance des lieux qui nous permet d'affiner, et ça c'est le rôle de chacun. Exactement. Et donc pour rebondir sur ce que disait Robert, on retrouve donc des plans dans le POMS, des plans opérationnels avec pour vocation de vous indiquer soit les itinéraires d'évacuation, soit les locaux de mise à l'abri. Donc là-dessus, il y a eu un gros travail de réaliser au niveau du musée. Donc là, par exemple, pour le rez-de-chaussée et ici, pour les sous-sols. Alors c'est dommage, pour l'illustration, on aurait pu choisir le premier étage avec, par exemple, cette salle-là, parce qu'elle fait partie des locaux de mise à l'abri. Si vous voulez rebondir un petit peu là-dessus, Robert. Alors nous, notre difficulté, enfin notre souci aussi, préoccupation, certes, c'est l'ensemble du public, mais on est dans un musée et on a des œuvres sensibles. Donc notre rôle dans la mise à l'abri ou dans le plan de repli planté, c'est non seulement de se soucier, certes, de l'ensemble des personnes présentes, des visiteurs, mais de s'assurer, entre autres, et ça avec le concours des gardiens et des professionnels, qu'il ne reste pas une personne, je dirais, dans les salles qui peut soit détériorer ou prendre un tableau. Donc on a une double préoccupation, et ça c'était... donc notre réflexion, elle devait être poussée à ce niveau-là également. Et donc sur ces plans de mise à l'abri ou ces plans opérationnels, on retrouve dans le cadre du musée de Grenoble des salles qui sont ciblées en orange avec un gros T indiqué dessus. Le gros T, il n'est pas là pour faire joli ou pour illustrer un local de mise à l'abri basique, mais plutôt pour illustrer qu'en cas d'événement type menace terroriste, ce sont des locaux qui sont adaptés, qui ont été réfléchis et dans lesquels on peut être amené à confiner ou à mettre à l'abri des personnes
en cloisonnant ou en compartimentant les accès pour éviter que potentiellement la menace rentre à l'intérieur. Enfin, dans le cadre du POMS, on retrouve un certain nombre d'autres documents, des outils, des annuaires, des procédures. Par exemple, les annuaires de crise, donc avec un exemple là pour le musée de Grenoble. Ça, c'est extrêmement important, notamment pour avoir les bons numéros et que tout le monde les ait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne tous avec des smartphones, on a tous les numéros des contacts privilégiés. Sauf que demain, si Robert est absent, si son directeur est absent, il faut que les autres agents du musée puissent réaliser les mêmes actions, soient en capacité de le faire et donc aient les bons numéros. Et c'est tout l'intérêt de ces annuaires. Ça permet à tout le monde d'avoir les bons numéros et de contacter les personnes ciblées. A l'inverse, ça demande une mise à jour régulière, un travail permanent de suivi. Et du coup, faire vivre le document demande un petit peu de temps. Et c'est une des grosses difficultés aujourd'hui dans tous les plans d'aide à la gestion de la crise. Enfin, on retrouve des documents prêts à l'emploi, des fax, des historiques, journal de bord et autres, pour aider la cellule de crise du musée en cas d'événement à suivre le mieux possible l'événement. Le retour d'expérience, on passe assez vite. L'idée, c'est d'avoir des documents préétablis pour qu'en cas d'événement ou qu'en cas d'exercice, on puisse faire du retour d'expérience, à la fois avec des critères à observer, des notes d'observation, des points d'amélioration. Et tout ça dans une perspective d'amélioration continue du document et du coup de perfectionnement des acquis. Alors je vais maintenant demander à Isabelle si elle veut bien de venir nous rejoindre pour parler très rapidement du plan de sauvegarde des œuvres. Et ensuite on répondra à vos questions si vous en avez. Oui, donc la réflexion portée sur le plan de sauvegarde des œuvres est une réflexion qui a commencé en 2015. Le souci, cette réflexion, naturellement, elle fait partie de notre quotidien. C'est ce qu'on appelle la conservation préventive. Donc, nous, professionnels de la conservation, mes consoeurs et confrères qui sont conservateurs et des personnes comme moi responsables de la régie des œuvres, donc faisons tout pour, effectivement, permettre à ces œuvres de perdurer dans le temps. En cas d'incident, naturellement, il faut avoir des protocoles adaptés et à l'instar de ce qui s'est produit au niveau de la réflexion du POMS, on est en train donc de porter une réflexion spécifique sur la sauvegarde des œuvres en cas d'incident à cinétique rapide. Donc, de façon très très synthétique, voilà un petit peu comment on a envisagé les choses. Donc, finalement, un plan de sauvegarde, avant tout, c'est savoir quoi faire dans une situation donnée avec les moyens qui sont les nôtres. Alors, naturellement, ça va nécessiter, et c'est là que se pose notre travail actuel, réfléchir à quels moyens avoir, en tout cas faire en sorte que les moyens qui vont nous permettre de sauvegarder ces œuvres en cas d'urgence puissent être les plus adaptés possibles. Et au jour d'aujourd'hui, cette réflexion est amorcée et il nous faut effectivement trouver des solutions avec des acquisitions de matériel particulier, comme dans certains cas, des couvertures anti-feu pour préserver certaines œuvres qui ne pourraient pas être évacuées. Vous le verrez en fin de journée quand vous visiterez les salles. Et je pense notamment aux grands formats qui sont dans une des salles qui est proche du lieu où s'est déclaré l'incendie, notamment il y a de ça un jour, dans le sens où véritablement un incendie tel qu'il s'est déclaré au niveau du restaurant aurait pu, si les choses s'étaient passées autrement, avoir des conséquences gravissimes sur une des salles de notre collection. Voilà, c'est une réalité. Donc les lieux sensibles, c'est les salles du musée, les réserves intérieures, les réserves extérieures qui sont des réserves externalisées et la bibliothèque du musée avec des ouvrages précieux et rares. Des moyens humains et matériels adaptés, donc c'est ce que j'évoquais et je ne vais pas aller plus au-delà dans cette réflexion. On peut peut-être continuer. Donc voilà, l'année dernière, en septembre 2016, on avait, dans le cadre de cette réflexion portée dans le cadre du POMS, envisagé un petit peu la synthèse de notre travail. Donc vous le voyez, c'est en l'espace d'un an, on va dire que les choses sont relativement peu avancées. Ce travail avait été donc amorcé par le biais d'une réflexion portée par une étudiante de master de régie de l'Université de Toulouse, régie des collections, régie des œuvres.
C'est une réflexion qui est portée par ma collègue Valérie Hus, qui est conservateur, Robert D'Amato et moi-même, mais naturellement, si nous sommes tous les trois, je dirais, le petit noyau qui va lancer, ou en tout cas qui réfléchit à la dynamique à mettre en œuvre sur le plan pratique et théorique, il va de soi que c'est l'ensemble de l'équipe qui doit porter tout ça, et le savoir-faire et les réflexions de chacun sont naturellement là pour étoffer et réaliser ce plan sous les meilleurs auspices. Donc on va avancer, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là, pour vous donner une illustration, je dirais, des problématiques qui se posent à nous, là, on a l'exemple d'un décrochage, donc d'un tableau grand format. Vous le voyez, les choses se passent posément. Il s'agit d'un prêt, donc toute œuvre prêtée va nécessiter des manipulations en interne avec du personnel dont c'est la formation. On fait ça de façon tranquille. Le décrochage donc, de ce tableau, voilà un petit peu, on avait trouvé un moyen de réaliser des fiches qui nous permettaient de savoir comment s'y prendre. Vous le voyez, il y a 6 personnes, il y a un chariot élévateur, 2 échelles, des couvertures anti-feu si jamais on devait... c'est pas des couvertures anti-feu, autant pour moi. Des couvertures qui permettaient effectivement de déposer le tableau au sol. Là, on est dans une pratique de décrochage d'œuvres standard, tel qu'on le vit le mardi de façon régulière au niveau du musée. Si jamais nous avions affaire à un incendie, ce tableau, on ne pourrait naturellement pas envisager de le décrocher puisqu'on voit qu'à peu près il nous faut 45 minutes pour faire cette manipulation. Donc la solution serait d'avoir une couverture anti-feu adaptée sous forme même de capuchon. Il y a effectivement des sociétés, une société en particulier dont on a reçu le représentant l'année dernière au musée, qui réalise donc des capuchons particuliers et qui nous permettrait, sur certaines œuvres très très gros format, de pouvoir mettre ce type de protection et qui permettrait naturellement, parce que qui dit incendie dit aussi les dommages liés aux fumées. Et en cela, il est nécessaire d'envisager tout ce qui peut être protection sur les toiles et les œuvres en particulier. Et on le voit, là, ça serait à peu près 20 minutes avec deux personnes et 2 échelles. Voilà, c'est hyper synthétique, mais tout ça pour vous dire que le travail de réflexion qui a été porté donc, au sein du musée, si effectivement il y a une grosse réflexion portée sur la sauvegarde des personnes, notre devoir c'est aussi d'aller sur ce qui fait qu'on est un musée, la sauvegarde du patrimoine, qui a encore donc tout un travail spécifique, même si l'environnement, je dirais juridique, avec notamment des accompagnements du ministère de la Culture sont là pour nous aider, mais c'est un travail qui va demander encore beaucoup de temps et qu'on espère voir se concrétiser notamment par, je dirais, un exercice pratique, on va dire fin 2018, mais plutôt véritablement en 2019. Et voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le POMS et pour lequel le POMS nous a naturellement beaucoup apporté. Voilà. Merci Isabelle et merci à tous du coup de votre attention. Si vous avez des questions, nous pouvons vous répondre. Et ou alors passer la parole au suivant.